L'aéroguide publié avant la Première Guerre mondiale sous le patronage des aéroclubs de France et de Belgique à l'intention des touristes de l'air avait recensé 230 sites sur lesquels les avions pouvaient atterrir. Il s'agissait le plus souvent de simples champs de manœuvre ou d'hippodromes, comme à Reims ou à Vichy, et la plupart ne reçut aucun aménagement particulier destiné à l'aviation. En fait, sur ces 230 sites d'atterrissage, une cinquantaine seulement, ceux qui apparaissent sur la carte, conservèrent ou retrouvèrent une vocation aéronautique après la Première Guerre mondiale, comme par exemple Ambérieu ou Commercy. Entre 1914 et 1918, de nombreux terrains d'atterrissage furent aménagés pour les besoins de la guerre, souvent de façon sommaire. La majorité d'entre eux disparut d'ailleurs après 1918. Ceux qui survécurent, une vingtaine environ, étaient situés dans des régions éloignées de la zone des combats. Il s'agissait par exemple d'écoles de pilotage, comme à Istres, ou d'ateliers de construction aéronautique, comme à Bordeaux. Parmi ces terrains qui datent de 14-18, on trouve aussi le Bourget, qui avait pour mission d'assurer la défense de Paris, et Orly, qui fut à l'origine un camp américain où des avions furent réceptionnés par centaines avant d'être convoyés près du front. Au début des années 20, l'État créa une cinquantaine de terrains le long des routes aériennes du plan Saconnet. Ils devaient servir soit d'escale, soit de terrain de secours. Les routes aériennes allaient de Paris à Londres, de Paris à Bruxelles, de Paris à Strasbourg, en direction de l'Europe centrale, de Paris à Bordeaux, en direction de l'Espagne, et de Paris à Marseille, avec bifurcation vers Genève. Le plan Saconnet prévoyait aussi des routes aériennes allant de Bordeaux vers l'Italie et reliant le port du Havre à Paris. À partir de 1925, la multiplication des terrains de secours le long des routes aériennes ne sembla plus nécessaire. Le plan Saconnet fut abandonné vers 1930 et les terrains qui furent créés par la suite se répartirent dans tout l'Hexagone. Dans les années 30, l'État créa une vingtaine d'aérodromes à usage civil, dont quelques-uns étaient destinés aux vols sans moteur, comme Ben-Tiverval, la Montagne Noire ou la Banne d'Ordanche. Mais l'État prit rapidement conscience qu'il ne pourrait financer tous les terrains que l'accroissement du parc aéronautique privé rendait nécessaire. Il encouragea donc l'initiative locale. Ainsi, entre 1919 et 1939, plus de 50 terrains furent créés par les collectivités locales et plus de 80 autres par les chambres de commerce, les aéroclubs et même les particuliers. Dans l'entre-deux-guerres, les militaires créèrent près de 150 terrains destinés à être utilisés en temps de paix. Il s'agissait notamment d'écoles de pilotage, de terrains de secours, de bases pour héberger les unités ou encore de champs de tir aériens. Par ailleurs, à partir de 1935, une soixantaine de terrains qui n'avaient jusque-là qu'une destination civile furent aménagés par l'armée, toujours pour un usage en temps de paix. Mais la perspective d'un nouveau conflit conduisit les militaires à créer également à partir de 1935 plus de 120 plateformes d'opération. Il s'agissait là d'un effort considérable qui se poursuivit à la hâte pendant la drôle de guerre, le plus souvent au moyen de réquisitions.
Jusqu'à la fin des années 30, les terrains d'aviation ne comportaient pas de pistes revêtues et pouvaient être utilisés dans toutes les directions. Il n'existait alors qu'une seule piste enduro au monde, construite en 1915 à Clermont-Ferrand-Aulnat par les frères Michelin. Celle-ci mise à part, les pistes en béton n'apparurent que peu avant la guerre, par exemple à Bordeaux, Lyon-Bron ou Lanvéoc-Poulmic. Durant l'occupation, la carte aéronautique de la France fut profondément modifiée. Les Allemands neutralisèrent par des tranchées les terrains qu'ils ne souhaitaient pas utiliser ou imposèrent leur remise en culture. Mais ils aménagèrent aussi près de 120 terrains pour leurs besoins opérationnels. Ils créent en général des réseaux d'aires de dispersion qui pénétraient dans les villages et les massifs forestiers avoisinants. Ces aires de dispersion étaient souvent raccordées à une voie de circulation qui ceinturait l'ancien terrain, comme par exemple à Péronne ou à Conches. Enfin, le dispositif allemand était souvent complété par une ou plusieurs pistes d'envol, comme à Abbeville. À leur tour, les armées alliées en mouvement aménagèrent une quarantaine de terrains, mais dans le feu de l'action et donc de façon plus sommaire. Les infrastructures américaines étaient constituées de plaques métalliques rectangulaires et parfois de toiles bitumées. Ces infrastructures comportaient en général une seule piste, encadrée d'un ou de plusieurs taxiways bordés d'aires de stationnement. Mais les installations alliées étaient beaucoup plus groupées que les infrastructures allemandes et donc plus vulnérables. C'est pourquoi les Américains multiplièrent souvent leurs implantations, comme par exemple au Mans, où furent aménagées 7 pistes distinctes. La Deuxième Guerre mondiale laissa un paysage aéronautique bouleversé. Sur plus de 400 terrains créés avant 1945, beaucoup n'étaient plus en état de fonctionnement. Certains avaient été neutralisés, d'autres n'offraient plus des conditions d'exploitation satisfaisantes, d'autres, enfin, n'avaient jamais eu d'activité réelle avant la guerre. C'est pourquoi, le 6 février 1947, Jules Mock, ministre des Travaux publics et des Transports, prit un arrêté concernant la totalité des aérodromes publics et privés de l'Hexagone. Tandis que 225 terrains étaient déclarés ouverts à la circulation aérienne publique ou agréés à titre privé, près de 200 autres étaient désormais fermés de façon provisoire ou définitive. C'est l'histoire de tous ces terrains de la première moitié du XXe siècle qui nous est racontée ici.